Ah, les Champs-Élysées. On pense tout de suite aux boutiques de luxe, aux touristes, mais c'est tellement plus que ça. En réalité, c'est la grande scène de l'histoire de France. Un lieu où le récit de la nation s'écrit dans la pierre, à travers les défilés et même les révolutions. Voilà la question qui va nous guider. Parce que remonter cette avenue, ce n'est pas juste une promenade dans Paris, non. C'est comme traverser les siècles. On va y voir les luttes, les espoirs et les transformations qui ont façonné la France d'aujourd'hui. Alors notre parcours commence tout en bas de l'avenue, là où tout a commencé, là où les affrontements ont souvent été les plus sanglants, et puis on remontera tranquillement jusqu'à son sommet emblématique. On va commencer par le pouvoir à l'état brut, le pouvoir politique. Juste ici, autour de la place de la Concorde et des sièges du gouvernement, chaque pavé pourrait raconter une histoire de conflit, de lutte pour le contrôle de l'État. C'est quand même incroyable, non? Regardez ça! Une seule et même place, mais 5 noms différents en moins de 50 ans. Ça en dit long sur l'instabilité politique de l'époque. De la monarchie à la Révolution, puis la Restauration, on sent bien que le pays se cherche. Cette place, c'est un peu le miroir de la France elle-même, qui n'arrivait pas à se décider sur son identité. Et quand elle s'appelait Place de la Révolution, eh bien la réalité était brutale. Ce chiffre, 1119, ce n'est pas juste une statistique. Il faut imaginer le son de la guillotine qui tombe, encore et encore. Un roi, une reine et plus d'1 millier d'autres personnes. C'est ici même que ce lieu est devenu le théâtre sanglant de la terreur. Un peu plus tard, en 1934, l'ambiance est de nouveau électrique. Le 6 février, 30 000 manifestants d'extrême droite essaient de prendre d'assaut l'Assemblée. En face, le leader communiste Maurice Thorez lance 7 appels au combat. La place, qui porte pourtant le nom de la Concorde, était en fait le symbole d'une discorde profonde qui déchirait le pays. Et juste à côté, il y a cette ironie de l'histoire. Les grands symboles du pouvoir républicain, ils sont installés dans d'anciennes demeures royales. Le Palais Bourbon, fait pour une fille de Louis XIV, accueille aujourd'hui les députés. Et l'Élysée, l'ancienne maison de la favorite du roi, Madame de Pompadour, c'est devenu la résidence du président. Un lieu qui a connu des moments assez savoureux, entre De Gaulle qui détestait l'endroit et les frasques de certains de ses successeurs. Allez, on continue notre montée en se dirigeant vers l'Arc de Triomphe. On sent que la nature du pouvoir change. On quitte un peu la politique du quotidien pour entrer dans quelque chose de plus profond. La mémoire collective, la façon dont une nation se construit un récit commun. Prenons la tombe du soldat inconnu. Aujourd'hui, c'est le symbole ultime de l'unité nationale. Mais à l'origine, en 1920, c'est né d'une division politique terrible. La gauche voulait honorer un homme politique, Gambetta. La droite, elle, voulait un hommage au soldat anonyme, au poilu. Pour éviter la crise, le président a dû bricoler un compromis. On fera les deux, le même jour. Une belle leçon. Parfois, l'unité naît d'un calcul politique. Et bien sûr, comment ne pas penser à la libération de Paris? C'est cette avenue que le général de Gaulle choisit. On raconte qu'en voyant cette marée humaine l'acclamer, il aurait simplement murmuré « Ah, c'est la mer », une image d'une puissance folle. La nation entière qui retrouve sa liberté, son unité, dans une joie immense. Cette comparaison est saisissante. En 1940, ce sont les bottes allemandes qui résonnent sur les pavés, dans un silence de mort, le symbole de l'humiliation. Et à peine 4 ans plus tard, la même avenue explose de joie, de fierté. C'est ça le rôle des Champs-Élysées, la même scène pour la défaite la plus sombre et la victoire la plus éclatante. Mais attention, le pouvoir, ce n'est pas que les politiques ou les militaires. Juste à côté de l'avenue, une autre révolution était en marche. Plus discrète peut-être, mais tout aussi puissante, la révolution artistique. C'est là, à 2 pas au théâtre des Champs-Élysées, que tout s'est passé au début du XXe siècle. C'est devenu le repère de l'avant-garde. La modernité artistique s'y est déchaînée. Et parmi ces créateurs qui allaient changer le monde, il y en avait un qui habitait juste à côté. Un certain Pablo Picasso. Depuis son atelier, Picasso absorbe tout. Il est fasciné par la force brute des sculptures ibériques qu'il voit au Louvre. Il découvre l'art africain. Il décortique les peintures de Cézanne. Et de tout ce mélange va naître une œuvre qui fait exploser des siècles de tradition. C'est le Big Bang de l'art du XXe siècle. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est une autre forme de pouvoir qui a pris le dessus. La politique, l'armée, tout ça a un peu cédé la place à la puissance implacable du commerce et du luxe. L'avenue s'est métamorphosée. Ce qui était une promenade chic et exclusive pour l'élite en calèche est devenu, notamment avec l'arrivée du RRE, un carrefour mondial de la consommation de masse. Le luxe y côtoie le fast-food, l'âme des champs a vraiment changé. Et le plus fou, c'est que cette transformation est symbolisée par la perspective elle-même. Tout au bout de l'axe historique, on voit quoi? Un autre arc, la Grande Arche de la Défense. L'un en face de l'autre. L'arc de Napoléon célèbre la nation, la gloire militaire. La Nouvelle Arche, elle, est un monument à la gloire du capital, de la finance. C'est un dialogue silencieux, mais extrêmement puissant, entre 2 époques et 2 définitions du pouvoir.
Finalement, l'histoire des Champs-Élysées, c'est celle d'une adaptation permanente. De la monarchie absolue à la finance mondiale, l'avenue a toujours été le miroir du pouvoir du moment. La question reste entière, quel sera le visage du prochain pouvoir qui viendra y laisser sa marque ? L'histoire est loin d'être terminée.